Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Patrick Abadi pour ceux qui ne me connaissent pas et j'ai la joie d'avoir créé ce cabinet Delville Management il y a 14 ans, on me posait la question tout à l'heure, il y a 14 ans en 2010. Avant de démarrer, deux, trois petites infos. Donc, je vous répète pas que nous faisons du management de transition et ce en quoi consiste le management de transition. Je considère maintenant que c'est acquis, n'est-ce pas? Mais en revanche, deux, trois nouvelles sur deux, trois actualités nous concernant, notamment trois actualités en fait pour être précis, notamment l'ouverture de notre bureau à Strasbourg qui vient compléter et à peu près terminer notre dispositif de déploiement national que nous avions entamé il y a maintenant 6 ans. Donc maintenant on est présent, hormis Paris, on est présent à Lyon, à Lille, à Nantes, à Toulouse et donc à Strasbourg. Et ça vient compléter le dispositif un peu international que nous avions à Munich, où on a ouvert un bureau il y a 2 ans maintenant. Voilà. Deuxième actualité, qui est une nouvelle organisation que nous avons mise en place à l'intérieur de notre cabinet pour adresser au mieux nos clients, sur une organisation qui est complètement matricielle. C'est-à-dire d'être un tout petit peu moins généraliste pour devenir des vrais multispécialistes avec des vrais practices métiers très verticales. J'entends life science par exemple, j'entends agroalimentaire ou service B2B et demain un dispositif qui sera complété par une douzaine de practices métiers qui seront transnationales, voire européennes. Voilà, je vous en parle parce que ça signifie que pour certains d'entre vous qui sont managers de transition et qui ont des verticales un peu sectorielles très fortes, et ben, les patrons des practices vont être demain vos futurs pointeurs. Voilà. Je ne sais pas si je suis très clair. Si, d'accord, merci. Merci. Mais toujours. Bon, en fait, on a fait du copier-coller sur McKinsey, BCG, KPMG et EY. Voilà, pour ne citer que, toute proportion gardée, bien évidemment. Voilà. Et puis, troisième news et dernière, qui est l'ouverture du capital au fonds d'investissement, qui est peut-être dans la salle d'ailleurs, que je n'ai pas vu tout à l'heure. Laurent, non, qui n'est pas là. Donc c'est bon, on peut dire n'importe quoi. Le fonds s'appelle donc Indigo, capital gérant entre 200 et 300 millions d'euros. Et c'est un fonds qui est plutôt d'ordre mezzanine. Donc, en toute transparence, très peu, voire pas, dilutif pour l'actionnariat actuel. En revanche, ça nous donne vraiment un bras armé financier à nos côtés pour pouvoir nous lancer dans une systématisation d'acquisition, notamment à l'international, pour avoir la capacité d'accompagner nos clients français à l'international, évidemment. Et demain, on espère nos clients internationaux aussi sur le sol français. Voilà, ça, c'est les trois nouvelles que je m'en serais voulu de ne pas vous en informer. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou, de revenir nous voir, car tu es venu nous voir il y a longtemps, 6-7 ans. Ouais, ça a été long de t'attendre. On est ravis que tu sois parmi nous. Nicolas, pour présenter un peu ton parcours, somme toute rapide, tu es diplômé de Paris-Dauphine et de Sciences Po Paris. Tu es enseignant, tu es chevalier national de l'Ordre du Mérite, il y a beaucoup de lignes. Hein. Tu es membre de la commission ministérielle sur la parentalité. Tiens, d'ailleurs, tu nous diras un mot là-dessus, parce que je ne vois pas à quoi ça... Tu es essayiste, économiste évidemment, ça on te connaît, essayiste. Tu as monté le cabinet Asterès il y a 20 ans, qui fait des études économiques pour le public, mais également pour le privé. Ça peut être intéressant pour tous les gens corporate dans la salle. Ils peuvent faire appel à tes services. J'en profite pour faire ta publicité. C'est gratuit. Tu es également président des rencontres de l'avenir de Saint-Raphaël qui se passent les 7, 8, 9, 10 novembre prochain, hein, et à laquelle donc il faudra que tu m'invites.
Merci. Et tu es éditorialiste à l'Express, sur Europe 1, c'est terminé, mais et sur LCI, ça va démarrer. Voilà, ça a démarré. Voilà. Donc, et puis tu as écrit une vingtaine de livres, dont le dernier qui s'appelle La civilisation de la peur, que tu vas nous dédicacer. Après, on a plein de questions à te poser. Je vous demande d'applaudir Nicolas Bouzou. Voilà. Alors, sans transition, une première question qui est assez naturelle. Hein. Ce Premier ministre. Je l'aime beaucoup. C'est-à-dire, quand vous voulez avoir de l'information fraîche, soit vous regardez C'est dans l'air à 23h le soir en rentrant chez vous, soit vous venez au petit déjeuner du Club Delville le lendemain à 8h. Voilà, c'est ça, hein. On a les mêmes infos. Alors, c'est une bonne idée ou pas une bonne idée ? Ah oui, c'est une excellente idée, oui. Oui, à mon avis, c'est la meilleure ou la moins mauvaise idée qu'on pouvait avoir. Après, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit sur les circonstances économiques, sur les circonstances politiques, pardon, qui sont extrêmement compliquées, sur ce Parlement qui est très balkanisé, sur le fait qu'on ne sait pas combien de temps tout ça va tenir. Mais en fait, surtout peut-être pour aller un peu sur le fond, ce que j'ai trouvé très problématique pendant la campagne des législatives, c'est qu'avec le Rassemblement national et surtout avec le Nouveau Front populaire, on avait deux programmes qui étaient en dehors de la réalité, complètement en dehors de la réalité. Et notamment, le programme du Nouveau Front populaire était, à mon sens... Alors, pardonnez-moi de vous dire les choses franchement, mais enfin, si vous m'invitez, c'est pour dire les choses, pas pour tourner tout le temps autour du pot, parce que sinon, a priori, on ne va pas avancer. À part Fabrice, ancien journaliste, il n'y a pas de journaliste dans la salle, donc... Voilà, ouais. Il est plus. J'ai dit ancien. Fabrice, c'est le... Je fais une petite parenthèse parce que c'est le premier qui m'a fait passer dans les médias, à la radio. Le tout premier. La première fois que je suis passé à la radio en direct, en 2003, c'était chez lui. Donc ça ne s'oublie pas, évidemment. Je referme cette parenthèse importante. Et donc, on avait ce programme du Nouveau Front populaire qui est un programme de destruction économique et sociale, hein, en réalité. Et donc c'est très bien que le président ait mis cette option de côté officiellement pour des raisons politiques, mais aussi peut-être parce qu'il n'avait pas complètement envie de voir détruit tout ce qui a été fait par la majorité depuis 2017, parce qu'il y a quand même sur le plan économique des choses positives qui ont été faites. Alors pas tout, il y a des manques, on en reparlera, on a un énorme problème de finances publiques par exemple, qui à mon avis est le sujet numéro 1 aujourd'hui, mais enfin il y a quand même des choses positives qui ont été faites sur le plan fiscal, sur les entreprises, bon. Donc je pense que voilà, la solution qui a été choisie est la moins mauvaise ou la meilleure. Après, sur le plan personnel, moi j'aime beaucoup Michel Barnier, je trouve que c'est quelqu'un qui est très clair, il est assez libéral, en réalité, quelqu'un qui est très attaché à la concurrence, qui est un très fin négociateur, parce que il a quand même... Alors, il va faire face au Parlement à tout un tas d'énergumènes qu'on connaît bien, mais enfin, il a négocié le Brexit face à Boris Johnson. Donc, il connaît un peu les gens bizarres et les populistes. Et ils en est très bien sortis. Il va pouvoir négocier notre dette avec l'Europe aussi. Voilà. Oui, alors en fait, la procédure contre déficit excessif qui a été annoncée par l'Europe est un symptôme, mais d'un problème qui n'est pas un problème européen, qui est un problème propre à la France, qui est celui de nos finances publiques. Je peux en dire un mot tout de suite, si tu veux, hein, parce que vraiment, je vous le redis, c'est... Alors, au-delà du fait que... Peut-être, juste avant que oui, bien sûr. qu'on aille sur la dette, oui. Pour revenir à l'origine de « nous n'avons pas de gouvernement de Premier ministre pendant 2 mois », et pour revenir à... C'est la dissolution. Toi qui es dans les petits papiers des ministères, comment Emmanuel Macron a pu prendre une décision pareille ? Ça s'est fait, il s'est levé le matin, il s'est dit tiens, on va dissoudre. Alors, comment ça s'est passé ? Je ne suis pas suffisamment proche de lui pour pouvoir répondre à cette question, et je ne sais pas d'ailleurs si quelqu'un le peut. De toute façon, on sait très bien que cette dissolution devait avoir lieu à un moment ou un autre, en tout cas avant la fin de l'année, notamment parce qu'il y avait ce risque que le budget, de toute façon, ne soit pas voté. Et donc, voilà, il y avait cet horizon de la dissolution avant la fin de l'année. Là, d'après ce que j'en comprends, le calendrier a été bouleversé pour des raisons qui tiennent peut-être à un mouvement d'humeur.
Mais bon, voilà, enfin moi je suis pas du genre de toute façon à ressasser les responsabilités des uns et des autres et à pleurer sur le lait renversé. On a cette situation politique, elle est ce qu'elle est. On peut toujours taper sur le président de la République, mais c'est les Français qui ont voté. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est quand même les gens qui, c'est pas le président de la République qui les a forcés à voter pour les uns ou pour les autres. Donc on est dans cette situation qui est une situation en effet dans laquelle il n'y a absolument aucune majorité, ce qui veut dire sans doute que on aura une déclaration de politique générale qui sera très à droite sur les questions d'immigration, sur les questions de sécurité, parce que de toute façon, il faut que le Rassemblement national s'abstienne, sinon le gouvernement tombe tout de suite. Hein. Enfin, l'équation politique, c'est celle-là. Un nouveau Front populaire ne va pas s'abstenir, ils l'ont dit. Ils vont censurer le nouveau gouvernement, puisque visiblement, ils continuent de penser qu'ils ont gagné l'élection. Donc voilà, donc ils vont avec 192 députés, ils pensent qu'ils ont gagné, bon. Donc ils vont censurer le gouvernement. Donc de toute façon, le seul moyen que le gouvernement tienne quelque temps, jusqu'à la prochaine fenêtre de dissolution possible, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin, de toute façon, c'est que le Rassemblement national s'abstienne. Donc forcément sur les questions qui d'ailleurs sont des questions qui intéressent beaucoup nos concitoyens, donc les questions de sécurité, les questions d'immigration, forcément on aura un discours de politique générale qui sera très à droite. Après, sur les questions économiques, je le disais, on a un dérapage très important des comptes publics par rapport à ce qui était prévu, et ce qui était prévu était déjà une situation, je pourrais vous donner quelques chiffres, mais qui était une situation très problématique, et même d'ailleurs, à mon sens, qui peut devenir dangereuse. Donc le sujet, c'est à la fois de présenter un budget. Alors la présentation du budget, je rappelle que c'est au plus tard le 1er octobre. Hein, donc on est large. Ça va venir. Oui, c'est ça. Donc de présenter un budget qui, malheureusement, parce que c'est jamais agréable, mais fasse des économies là tout de suite. Alors c'est jamais agréable, c'est jamais très malin, parce que c'est la stratégie du coup de rabot, mais malheureusement on n'a pas vraiment de choix. Mais on voit bien aussi qu'on est face à un défi qui est quand même un peu plus ambitieux que celui-ci, et que la stratégie du coup de rabot, ça ne marche pas vraiment sur le moyen terme, et donc devant nous, on a potentiellement, il le faudrait d'ailleurs, à mon avis, une réforme du mode de fonctionnement de notre sphère publique. Donc ça, c'est quelque chose auquel on ne s'est jamais attaqué en France, qui est un chantier très, très ambitieux. Voilà. Alors, ce qui va aussi juste pour terminer sur Michel Barnier. Oui, bien sûr. Donc maintenant qu'on a son nom, la question qui est un peu sur toutes les lèvres, c'est pour combien de temps il est là, hein, oui. Avec un petit sourire en coin quand même. Combien de temps il va durer? Et puis quelles leçons tirer du fait que un Premier ministre de cet âge-là remplace un Premier ministre de cet âge-là? Parce que là, on est dans les records. C'est quoi votre analyse? Alors, sur la deuxième question, mon analyse n'est pas du tout politique, elle est vraiment philosophique. Et c'est Étienne Klein qui m'a donné la clé de compréhension. Donc, Étienne Klein, le physicien, mais qui écrit aussi beaucoup sur la philosophie. Je crois dire qu'il a aussi un doctorat de philosophie. Et en fait, il a une thèse que je trouve absolument géniale, qui consiste à dire que les progrès de la médecine ont fait que le temps ne compte plus. C'est-à-dire qu'en réalité, vous pouvez parfaitement... Et l'évolution de la société. Donc vous pouvez avoir quelqu'un de très jeune, comme Gabriel Attal, qui est Premier ministre, et au fond, ça ne choque pas beaucoup. Et vous pouvez avoir quelqu'un de 73 ans, qui est Premier ministre, et au fond, ça ne fait pas non plus débat. Donc lui, c'est un fan des Rolling Stones. Donc il prend l'exemple des Rolling Stones, de Mick Jagger qui vient de fêter, je crois de mémoire, ses 82 ou 83 ans. Et en fait, on voit bien qu'il a l'attitude d'un jeune homme. Et puis il a la posture d'un jeune homme, etc. Donc son analyse, c'est de dire que les questions de temps, les questions d'âge, au fond, sont beaucoup moins importantes qu'elles ne l'étaient par le passé. Et donc je le dis un peu sur ton de la plaisanterie, mais je trouve que en fait, c'est une analyse qui est extrêmement profonde et qui, pour vous qui avez des responsabilités en entreprise, d'ailleurs, est un sujet absolument majeur, puisque derrière ça, vous avez la cohabitation, vous avez le sujet de la cohabitation de collaborateurs qui ont 26 ans et de collaborateurs qui ont, alors, pas encore 73 ans, mais enfin qui ont une soixantaine d'années. Vous voyez, d'ailleurs, la réforme des retraites, autre bonne nouvelle, évidemment, ne sera pas remise en cause. Donc on va continuer
d'aller vers un âge moyen au travail qui augmente, avec des écarts qui sont de plus en plus importants. Donc ça, c'est pour répondre à... D'ailleurs, parenthèse, dans le management de transition, il y a encore 2 ans, on a fait une mission avec une personne qui était née en 1944. Bah voilà, très bon exemple. Ça vous donne un peu 78 Excellent. ans. Et alors, ça s'est passé comment ? Ah ben super, le fonds d'investissement américain était ultra content de la prestation. Ouais. Voilà. Donc après, opérationnellement, le Premier ministre Gabriel Attal dormait 4 heures par nuit, Michel Barnier dort peut-être 7 ou 8 heures par nuit. Je ne pense pas qu'au bout de la journée, ça fasse une différence très importante sur la conduite des affaires de la France. Voilà, donc cette question d'âge, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'elle n'est pas si importante que ça, et en soi, c'est quelque chose. Alors après, combien de temps ça va durer ? Évidemment, j'en sais rien, mais je voudrais quand même faire une remarque sur la politique en France, parce que la France, c'est un pays, pour des raisons dont on peut parler si ça vous intéresse, mais qui a une vie politique qui est une vie politique extrêmement heurtée. Enfin, je veux dire, ça a toujours été comme ça. Je vous raconte une toute petite histoire que j'ai déjà racontée, mais je vous le redis parce que ça m'a passionné et beaucoup impressionné. Au moment de la dissolution, je lisais la biographie de quelqu'un dont vous connaissez le nom, parce que vous êtes parisien, mais dont vous ne connaissez pas nécessairement l'histoire, parce qu'en fait le nom est plus connu que lui. C'est quelqu'un qui s'appelait Oberkampf. Et donc c'était un Suisse, donc vous connaissez tous la station de métro Oberkampf dans le 11e arrondissement. Et donc c'est celui qui a inventé la toile de Jouy. Vous connaissez la toile de Jouy. Et d'ailleurs il avait son usine, et il y a un musée là qui est en train d'ouvrir à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. Et donc il était suisse, il est arrivé en France dans les années 1715, donc le marché était complètement fermé. Il a été ouvert par Choiseul, qui était un très bon ministre, donc il a connu déjà cette ouverture et cette fermeture, cette ouverture, ce qui était un changement majeur. Ensuite, son entreprise est devenue une manufacture royale. Ensuite, il a connu bien évidemment le règne de Louis XVI, la Révolution, la Terreur, le Directoire, la Restauration, parce que le peuple français est un peu versatile, l'Empire, les 100 jours, et il est mort. Bon. Mais tout ça pour vous. Et il a fait progresser son entreprise à chaque étape. Napoléon est venu le voir et lui a dit quelque chose d'extraordinaire. Il lui a dit « Nous faisons tous les deux la guerre aux Anglais, mais la vôtre est plus efficace. » C'est la puissance de l'économie. Et donc, vous voyez qu'en termes de changement politique et de versatilité, nos concitoyens sont quand même très performants en la matière. Je n'exclus pas que le président de la République devienne la personnalité politique la plus populaire du pays dans 6 mois. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est... Je dis, ça n'est pas un pronostic, j'en sais absolument rien, mais je dis que ça n'est pas du tout impossible. Donc, on ne peut pas prévoir. C'est comme tous ceux qui me disent... Alors moi, c'est la question qu'on me pose en permanence en ce moment. Est-ce que la rentrée sociale va être chaude ? Bah, je sais pas, moi ça fait 20 ans que je fais ce métier, ça fait 20 ans qu'on me dit que la rentrée sociale va être chaude. La plus chaude que j'ai connue, c'était les Gilets jaunes, c'était pas la rentrée du tout. C'était un autre moment, donc je pense que tout ça est complètement imprévisible. Bon, donc voilà, donc c'est comme ça, c'est le charme de notre pays, c'est un pays qui extériorise, c'est un pays qui a une vie politique heurtée, c'est un pays où les réformes se font, mais elles se font de façon plus virile qu'ailleurs. La réforme des retraites, c'est un peu plus complexe chez nous. Mais là encore, au bout du compte, on a la même réforme des retraites qu'aux Pays-Bas. Sauf qu'aux Pays-Bas, ça se fait par décret en 3 jours. Nous, ça se fait en 6 mois avec les gens qui cassent dans la rue. Bon. Donc voilà, on extériorise. Mais ça se fait. Mais par contre, il ne faut pas revenir dessus. Ça, c'est du masochisme. La réforme des retraites, j'ai l'impression que depuis que je suis au lycée, on parle de la réforme des retraites. Et moi, le lycée, je l'ai quitté il y a longtemps. Je vais t'annoncer quelque chose, c'est qu'on va en reparler encore assez rapidement, parce que le régime de base des retraites est, en dépit de cette réforme, encore un peu en déficit, moins que ce qu'il y aurait eu s'il n'y avait pas eu la réforme. Et donc, je vous annonce que nous ferons une nouvelle réforme des retraites, à mon avis, dans un horizon pas très lointain, qui peut être quelque chose de l'ordre de 5 ans. Il y a certaines personnes qui voulaient annuler la réforme. Voilà, je sais. C'est pour ça que je me suis battu. C'était pas une bonne idée, alors. D'annuler la réforme, je sais pas. Non, mais je sais pas. On a un système de retraite par répartition, donc qui dépend de paramètres comme le nombre de gens qui travaillent, les cotisations, c'est-à-dire le nombre de gens qui travaillent, les salaires, la durée de cotisation, l'âge légal de départ en retraite. Donc ça, c'est notre régime de base.
Et on a une population, évidemment, chacun le sait, qui vieillit, comme dans tous les pays développés, d'ailleurs, et même la Chine, ou la Russie, enfin, dans tous les pays du monde, l'âge médian augmente. Donc, il me semble assez logique de mettre en place des dispositifs qui fassent en sorte que le système de retraite s'adapte. Alors après, avec tous les attendus qu'on peut avoir, hein, la prise en compte de la pénibilité, la prise en compte des carrières longues, alors justement, tout ce qu'on veut. Mais attends, juste un tout petit mot sur le système de retraite, parce que je vois passer beaucoup de choses quand on fait la pédagogie de ce système de retraite, du genre ah, mais vous êtes méchant, ah, mais le système de retraite de base, c'est un système de solidarité. C'est le système, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est le système des gens qui n'ont rien d'autre. Parce que les cadres ou les gens comme vous, ils ont des systèmes de retraite complémentaires, ils ont du patrimoine, ils ont des placements financiers. Donc de toute façon, enfin vous, c'est pas votre retraite de base qui va faire de votre pouvoir d'achat au moment de la retraite. Donc en réalité, le système de retraite qu'on veut sauver, c'est un système de retraite qui est un système de solidarité. Donc vouloir sauver le système de retraite, de base, c'est un acte social. C'est pas un acte d'exploitation ou je ne sais quoi. Monsieur Barnier donc, doit former son gouvernement. Donc là, ça risque de se faire assez rapidement, vu les délais que tu donnais, notamment liés au budget. Je ne sais pas comment ils vont faire, hein, parce qu'il y a quand même une quarantaine de personnes à nommer. À la suite de cela, il y a les dossiers un peu brûlants, hein, notamment l'état des finances françaises, puisque nous sommes à peu près aujourd'hui à 3160 milliards de dettes, et dont le coût de la dette, c'est-à-dire les intérêts, hein, pour les néophytes, hein, les intérêts de la dette, ça doit être à peu près 60 milliards, je parle. Ouais, peut-être un peu moins, mais ça augmente. Voilà, alors ça augmente, hein, donc 50 milliards, hein, sachant que le budget annuel de l'éducation nationale doit être à peu près de 60 milliards, oui. Et de l'éducation et de l'enseignement supérieur et de la recherche est aussi de 60 milliards. Les projections de la Cour des comptes, c'est qu'en 2030 à peu près, le budget des intérêts de la dette devient le poste budgétaire le plus important de l'État, donc devant tous les ministères. Bon, alors là, on a un problème. Alors, comment on résout ce problème, Nicolas ? Alors, donc, oui, on a un problème, ça c'est clair. Pour vous donner quand même quelques ordres de grandeur, parce qu'on dit toujours le déficit budgétaire, c'est 4-5% du PIB, mais enfin ça, c'est très abstrait, ça ne dit rien en fait. Donc, si on regarde le budget de l'État, donc vous avez trois grandes composantes, hein, vous avez les collectivités locales, la sécurité sociale et l'État, mais les collectivités locales n'ont pas de problème de déficit, contrairement à ce qui est dit, puisqu'elles n'ont pas le droit en fait, d'être en déficit, en tout cas pour la partie fonctionnement. Les collectivités locales ont uniquement le droit de s'endetter pour l'investissement. Donc il n'y a pas de problème véritablement de finances publiques des collectivités locales. Quand il y a un problème, il est identifié. De toute façon, la collectivité en question est mise sous tutelle de l'État. Donc ça, il faut laisser un peu ce sujet de côté. Donc on a l'État et la sécurité sociale. Donc l'État, pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, si vous regardez le déficit de l'État comparé à ses dépenses, en fait, le déficit représente à peu près 40% des dépenses. Voilà. Donc c'est ça les chiffres qu'il faut avoir en tête. Donc c'est absolument... Donc c'est combien de milliards là ? On parle de combien de centaines de milliards ? Le déficit, c'est à peu près 190 milliards, quelque chose comme ça, tous les ans. Et en plus, cette année, il a plutôt tendance à augmenter par rapport à l'année dernière. Et ensuite, vous avez donc la sécurité sociale. Donc l'assurance chômage, c'est à l'équilibre. Mais les retraites et surtout la santé sont aussi en déficit. Donc vous voyez bien qu'il faut faire quelque chose. Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire quelque chose d'ailleurs ? Parce que c'est un peu abstrait pour nos concitoyens. Donc il faut faire quelque chose pour deux raisons. La première raison, tu l'as parfaitement résumé, c'est qu'en fait, la charge des intérêts de la dette augmente et ça ponctionne de plus en plus d'argent, tout simplement. Donc aujourd'hui, la moitié de l'impôt sur le revenu, par exemple, c'est juste pour payer les intérêts de la dette, sachant qu'un peu plus de la moitié de la dette française est détenue par des étrangers. Donc c'est même pas des intérêts qui sont perçus, enfin une partie est perçue via l'assurance vie par les Français, mais enfin une très grosse partie, on reverse ça aux habitants de la Floride, aux Saoudiens, aux Qataris, etc. Enfin tous ceux qui investissent dans notre dette. Donc c'est une perte. Donc c'est déjà un problème en soi, parce que c'est le problème de l'incapacité de mener des politiques publiques. C'est-à-dire que si une part croissante
des recettes sont affectées aux intérêts de la dette, ça veut dire que du coup, on a encore moins d'argent pour investir dans l'éducation, pour investir dans l'enseignement supérieur, pour investir dans la défense. Je rentre de Pologne, le budget de la Pologne en matière de défense, c'est 4% du PIB. Nous, on est à moins de 2%, donc c'est plus du double du nôtre. Et il continue d'augmenter. J'ai rencontré le ministre de la Défense polonais, ils veulent aller vers 6% du PIB, parce qu'ils considèrent, et à mon avis, ils ont complètement raison d'ailleurs, que c'est le coût de la protection. Donc, en même temps, si ils sont plus proches de Poutine que nous. Bien sûr, j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que on a besoin quand même d'argent public pour financer un certain nombre de dépenses. Et cet argent public, il est absorbé de plus en plus par les intérêts de la dette. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à plus long terme, alors c'est pas le sujet du jour, mais c'est que il ne faut pas quand même laisser déraper nos finances publiques jusqu'au moment où nos créanciers nous diraient maintenant, vous n'êtes plus dans la catégorie des pays à qui on prête sans condition. Et en fait, on a quand même quelques signaux qui sont des signaux un peu faibles. Par exemple, si vous regardez ce qu'on appelle les spreads, vous connaissez ça par cœur, les écarts de taux à 10 ans avec l'Allemagne, avant la dissolution, c'était à peu près 40 points de base, on est passé à 70 points de base, donc il y a eu un changement. Et si vous regardez le spread avec le Portugal, c'est très intéressant, il est devenu positif. C'est-à-dire que les marchés considèrent aujourd'hui que le Portugal est un pays plus sûr que la France. Donc, c'est quand même des signaux auxquels il faut être très vigilant. Et c'est la raison pour laquelle je considère que cette question des finances publiques, elle est absolument primordiale. Quand tu dis 200 milliards, grosso modo, un peu moins de 200 milliards de déficit simplement pour de l'État, ça veut dire qu'on aura 200 milliards de dettes supplémentaires à la fin de l'année? Alors, c'est un peu plus, en fait, parce que il y a aussi les intérêts de la dette, justement, qui viennent alourdir ce montant. Donc, ça va extrêmement vite. Alors, on peut avoir 200 milliards de dettes. Si on réussit à aller chercher 200 milliards sur les marchés, on refinance la dette et ça fonctionne comme ça. Mais le problème, c'est que cette dette, on va la chercher à des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Et donc, ce dont tu parlais tout à l'heure, a un poids qui est grandissant. Il y a 3 mois. Vous me dites si je ne suis pas clair, surtout, parce que c'est... Il y a 3 mois, on aura des questions-réponses après, alors comme ça les gens pourront s'exprimer. Mais il y a 3 mois, on recevait Arnaud Montebourg dans ce même fauteuil. J'ai découvert qu'il était assez authentique et assez volontaire en fait. Et alors lui, il prend un peu la balance du commerce extérieur. Oui, bien sûr. Et il dit on a 100 milliards. Oui. Qu'on va acheter à l'extérieur, finalement, d'importation. Et donc, il regarde la liste de ces 100 milliards et un par un, il dit, tiens, il y a, par exemple, des amandes qu'on importe de partout, où il y a tel produit. Et donc, il veut financer ces produits-là. Et donc, tout cela allant dans le sens de réindustrialiser ou de recréer de l'économie en France. Mais tous les gens qui essaient de recréer de l'économie en France, et je pense d'ailleurs par exemple au slip français, qui rencontre de grandes difficultés parce que c'est pas du tout compétitif. J'ai dit le mot, c'est que c'est pas du tout compétitif parce que le coût du travail est prohibitif en France. Alors moi j'ai fait un petit calcul, mais je l'ai fait avec l'ensemble des salariés de Delville là par exemple. Alors je vais essayer de vous l'expliquer simplement. C'est que nous on va faire cette année grosso modo un peu plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, par exemple 45. Alors, la masse salariale de l'entreprise, le coût de tous les salariés de l'entreprise, c'est 10 millions. La moitié de cette masse salariale-là, ce sont les charges sociales, dont une partie est payée par les salariés, une partie est payée par l'employeur. Donc, on a 5 millions de charges sociales sur les salaires de l'entreprise. Mais sur les factures que nous payons à nos sous-traitants qui sont managers de transition. Ces sous-traitants-là, ça représente une part environ de 30 millions, dont eux-mêmes, s'ils souhaitent se verser un salaire, ils vont repayer 15 millions de ces 30 millions en charges sociales. C'est-à-dire que sur 45 millions de chiffre d'affaires, on a 5 de chez nous, plus 15 des managers de transition, donc 20 millions de charges sociales. C'est ça la vérité. Enfin, les gens ne s'en rendent pas compte. Donc tout ça pour à peu près moins de 200 personnes, 60 chez nous et en gros entre 100 et 150 missions en cours. Donc 20 millions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, uniquement pour la santé, la retraite et le chômage, les 3 aspects de charges sociales, aujourd'hui, on paiera
20 millions divisé par 200 jours ouvrés, on paiera 100 000 euros. Voilà, c'est ça ce que ça signifie à l'échelle de notre PME. Alors Arnaud Montebourg, il peut arriver avec ses amendes et ses réacteurs nucléaires, mais tant qu'on ne baissera pas le coût du travail en France, ça ne changera pas. Je me trompe ou pas? Non, mais on ne va pas le baisser tout de suite, parce que, en fait, les chiffres que tu donnes sont très spectaculaires et très intéressants, mais c'est la contrepartie de notre sécurité sociale. Donc les charges dont tu parles, c'est pour l'essentiel la contrepartie de la santé et des retraites, qui sont en déficit. C'est ça la difficulté. Alors bien sûr, on peut toujours faire passer, je ne veux pas être trop technique, mais on peut toujours faire passer une partie de ces charges sociales sur des impôts, pour essayer de redonner un peu de la compétitivité. C'est ce qu'on appelait à l'époque la TVA sociale. L'idée de la TVA sociale, c'était de dire, on va baisser un peu les charges et on va transférer ça sur la TVA. Bon. Mais aujourd'hui, je pense qu'augmenter la TVA est quelque chose qui est très difficile à entendre pour nos concitoyens parce qu'il y a eu de l'inflation ces dernières années et je ne suis pas sûr qu'un gouvernement veuille se lancer là-dedans, même si ça pourrait être tout à fait pertinent comme mesure. En fait, le grand sujet qui est devant nous, si on veut rétablir la compétitivité, et c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure, mais c'est un immense chantier. Je ne suis pas sûr que là, le gouvernement va pouvoir le lancer, parce que là, il faut une majorité à l'Assemblée nationale, mais c'est celui, en effet, de l'efficacité de l'État, de l'efficacité de la sécurité sociale, l'efficacité de la santé. Dans le domaine de la santé, nous, chez Asterès, on fait énormément d'études sur la santé. Donc, je connais bien le système de santé. Je peux vous dire qu'il y a des gains d'efficacité, mais qui sont gigantesques, qui sont absolument colossaux. Ne serait-ce tout simplement, je vais vous donner un exemple très, très précis. Alors, je pourrais vous parler de l'hôpital, par exemple, que je connais bien, mais l'hôpital auquel on verse énormément d'argent. Enfin, le budget de l'hôpital en France, c'est plus de 100 milliards d'euros par an. C'est absolument colossal, c'est gigantesque. Donc tous ceux qui vous disent qu'il n'y a pas d'argent dans l'hôpital, non, il y a énormément d'argent dans l'hôpital en France. Le problème de l'hôpital, c'est que vous avez une organisation qui est faite en dépit du bon sens. Enfin, je veux dire, vous avez des pertes et des inefficacités absolument partout, et Delville n'aurait pas ce succès s'il y avait la structure organisationnelle, management, le statut de l'hôpital. Je rappelle d'ailleurs que l'hôpital, c'est le statut de la fonction publique, un statut de la fonction publique. Donc vous rentrez infirmier, 30 ans plus tard, vous êtes infirmier. Enfin, je veux dire, c'est bon. Alors vous êtes infirmier en bloc opératoire ou anesthésiste, donc vous avez un peu changé, mais enfin, on est quand même dans une logique de statut. Je rappelle que les directeurs d'hôpitaux, c'est le corps de la direction c'est un corps administratif. C'est-à-dire que vous sortez de l'école, vous êtes directeur d'hôpital, une sorte de statut. Donc bon, tout ça, évidemment, ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Mais au-delà de ça, oui, voilà, je voulais vous donner un exemple. La prévention, par exemple, permet, nous on a fait des études très précises là-dessus, permettrait une politique de prévention ou de dépistage. Enfin, ça fait partie de la prévention, les dépistages, on n'est pas très bon en France en matière de dépistage, permet de faire des économies de 5, 10, 15 milliards d'euros par an pour la sécurité sociale. Donc ce sont des sommes qui sont absolument colossales, mais ça, ce sont de nouvelles politiques qu'il faut lancer. Donc en fait, c'est ça le grand chantier qui est devant nous. Et d'ailleurs, au fond, si je regarde la France, avec un peu de recul, la France est un pays qui fonctionne pas si mal. Et l'économie française, ça fonctionne pas si mal. Vous en êtes un exemple, un certain nombre d'entre vous aussi. On a un tissu économique qui est très diversifié, on a beaucoup d'entreprises. Les entreprises ont créé énormément d'emplois ces dernières années, plus de 2 millions d'emplois. Les entreprises investissent. Le problème de l'économie française, c'est qu'elle est trop petite. C'est peut-être ce qu'a dit Montebourg. C'est-à-dire qu'au fond, on a une base productive qui est trop faible. Et notre déficit commercial dont tu as parlé, qu'est-ce que c'est un déficit commercial du point de vue économique? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le sens d'un déficit commercial? Ça veut dire simplement qu'en France, on dépense plus que ce qu'on produit. C'est ça le déficit commercial. On dépense plus que ce qu'on produit. Et donc, soit vous dites on dépense moins, soit vous dites on produit plus. Donc c'est ça en fait l'équation à laquelle la France est confrontée. C'est la raison pour laquelle la politique qui a été menée depuis 7 ans, qu'on appelle la politique de l'offre, est dans son esprit la bonne. Après, on peut discuter des mesures, de leur efficacité, etc. Mais dans l'esprit, la politique est la bonne et il faut la continuer, évidemment. Il faut aller toujours dans le sens de cette politique de l'offre tant qu'on a un déficit commercial. Tant qu'on a un déficit commercial, ça veut dire que notre industrie est trop petite, ça veut dire que notre secteur de services est trop petit. Et il y a énormément de choses à faire, notamment, alors ça a été interrompu par la dissolution, malheureusement, parce que tu as évoqué les questions de coût du travail, mais aussi dans le domaine de la simplification.
Sujet absolument majeur, puisqu'on voit bien que pour implanter des unités de production, pour étendre d'ailleurs des usines, ou même dans l'agriculture, pour étendre une ferme aujourd'hui, c'est très compliqué, et au-delà de la complexité, c'est très judiciarisé. Enfin, les deux, évidemment, s'entretiennent, parce que la justice se base sur une complexité normative qui fait que tout prend du temps, qu'il y a beaucoup de contentieux. Donc là, par exemple, je trouve qu'on a un sujet majeur qui, d'ailleurs, peut-être pourrait faire un peu consensus pour la nouvelle majorité. Alors, je reconnais bien là ton optimisme. D'ailleurs, tu nous dis que en France, on aime bien se flageller quand même, alors qu'on a des vrais champions, on a une vraie économie qui tient la route, on a des vrais atouts. Justement, ça va un peu dans le sens du titre de ton livre, La civilisation de la peur. Alors, quand on s'était rencontrés pour préparer cette entrevue, je t'avais fait état d'un exemple personnel qui est lié à mes parents. Donc 84 ans, n'est-ce pas, en pleine forme. Et alors où, comme ils regardent CNews toute la journée, évidemment, tout va mal, quoi. Alors eux, ils sont à la campagne, mais alors, ils s'enferment à double tour tous les soirs, ils ferment les volets parce qu'ils sont sûrs que s'ils font pas ça, ils vont être saucissonnés, quoi. Tu vois. Et donc, je dis à mes parents, non mais arrêtez de regarder la télé, arrêtez d'écouter la radio, et puis vous allez voir, le pays, il est super à vivre. Enfin, il y a de beaux paysages, il y a une belle économie, c'est sympa. Quand on est malade, on est remboursé. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont un peu vécu à l'étranger se rendent compte qu'en France, on est quand même très très bien. Bon, avec 3000 milliards de dettes, je te l'accorde, mais on vit quand même très bien. Est-ce que tu veux justement nous parler un peu de ton livre ? Oui, peut-être juste un mot, si tu le permets aussi, pour continuer dans ton propos, parce que j'adhère parfaitement à ce que tu dis. Et en fait, je reprends ça dans le livre, parce que tu cites CNews, mais Fabrice Lundy connaît ça par cœur, mais en réalité, il y a un vrai sujet aujourd'hui de structuration journalistique et de l'impact que ça a sur les sociétés. Et ça, je pense que c'est très important, et c'est pas français, parce que vous retrouvez exactement le même phénomène, même en pire aux États-Unis ou au Royaume-Uni, donc c'est exactement la même chose. En fait, vous avez eu ces 20 dernières années un développement des chaînes d'infos en continu, et vous avez eu le développement des réseaux sociaux. Or, le point commun des chaînes d'infos en continu et des réseaux sociaux, c'est qu'il faut en permanence capter l'attention du téléspectateur, puisque ce sont des modèles qui reposent uniquement sur la publicité. Et sur une chaîne info, vous faites de la news, surtout, même quasi exclusivement. Et donc, comment est-ce que vous captez l'attention du téléspectateur ? C'est quelque chose que les psychologues connaissent très bien. Par le spectaculaire, par la peur et par le buzz. Et donc, tu cites CNews, tu as raison, mais la chaîne sur laquelle je suis éditorialiste, LCI, elle capte aussi par la peur, par la géopolitique. Et BFM TV par le fait divers ou les insoumis qui siègent en permanence sur les plateaux. Voilà. Donc, en réalité, on voit que les chaînes d'infos, mais je ne les critique pas outre mesure, parce que c'est leur business model, mais captent en permanence l'attention des téléspectateurs par le buzz, par la peur, par le spectaculaire. Et donc, regardez un peu les chaînes infos. Pas de problème, c'est très bien. Moi, je regarde les chaînes infos, j'y vais, j'aime beaucoup ça. Mais la difficulté, mes parents sont dans la même situation, c'est les gens qui ne regardent que les chaînes infos et qui, du coup, ont une vision de la société qui est déformée dans un sens négatif. Et si on ajoute à ça les interactions entre les chaînes infos et les réseaux sociaux, Gérald Bronner, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Apocalypse numérique, a montré que sur les réseaux sociaux, une nouvelle se propage d'autant plus qu'elle est spectaculaire indépendamment de sa fiabilité. C'est quand même quelque chose auquel on doit réfléchir très en profondeur. C'était toute l'affaire des punaises de lit. Les punaises de lit, dont on sait aujourd'hui que c'était une manipulation qui venait de la Russie. Mais pendant une semaine, enfin, on a eu ces débats sur Paris envahi par les punaises de lit, etc. Alors, je ne résiste pas au fait de faire un petit détour par les Jeux Olympiques. Parce que, pardonnez-moi de parler de moi, mais enfin les archives peuvent en témoigner. C'est vrai. J'en témoigne aussi. Voilà. Moi, je faisais partie de ceux qui
était quasiment certain que les Jeux Olympiques seraient un très grand succès et que la France savait parfaitement organiser ce genre de choses. Je ne suis pas arrivé là-dessus sur le tard. Je l'ai dit dès 2023. En fait, quand on regarde les choses objectivement, on regardait les chaînes d'infos continues, alors les transports, ça ne va jamais marcher. Mais les transports à Paris fonctionnent très bien. Je circule en transport en commun. J'ai pas de problème. Il se trouve que j'ai la chance de voyager, comme beaucoup d'entre vous. Je n'ai pas remarqué que les transports en commun à Paris fonctionnaient moins bien que dans d'autres pays. Ça m'a complètement échappé. La saleté. Ah bah oui, Paris, c'est sale. Alors, New York, c'est très sale. Washington, c'est dégueulasse. Ma fille vient d'emménager à Montréal. C'est un pays parfait, le Canada. J'adore, c'est un pays absolument merveilleux. Le problème du ramassage des poubelles et des rats à Montréal est juste 10 fois plus important que le problème du ramassage des poubelles à Paris. Le réseau de métro à Montréal, il est moins développé que chez nous. Quant au système de santé, le temps moyen d'attente aux urgences à Montréal, le temps moyen est de 52 heures. D'accord ? À tel point, aux urgences, à tel point qu'on a dit à ma fille que l'université de Concordia lui a dit « si vous avez un problème bénin de traumatologie, vous cassez quelque chose, vous allez en France. » C'est plus rapide. D'accord ? C'est plus rapide. Et c'est un pays fantastique, vous voyez, un pays où tout fonctionne bien. Ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, on a des problèmes partout. On a des difficultés partout. Donc il y a des tas de choses que la France ne fait pas bien du tout, clairement. Mais il y a des choses aussi que la France fait pas si mal que ça. Et cette autoflagellation, alors après, ça fait le charme de la France aussi. C'est pas grave, on se critique en permanence. Voilà, ça fait partie du charme du débat public. Mais il ne faut pas systématiquement le prendre pour une vérité. Voilà. Donc en France, il y a des problèmes, il y a des choses qui vont bien, il faut essayer de regarder avec lucidité ce qui va mal, il faut essayer de développer nos points forts, il y en a plein sur le plan économique, on a des secteurs qui marchent très bien, l'aéronautique, ça marche très bien, l'énergie, ça marche très bien, l'agroalimentaire, on a perdu des parts de marché, mais ça fonctionne plutôt pas mal, voilà. Le luxe Le luxe, c'est l'un des pays au monde où ça fonctionne le mieux. Donc voilà, il faut aussi s'appuyer un peu sur ce qui marche. Et en plus, moi, je pense que nos concitoyens, je ne sais pas comment vous ressentez les choses, mais il y a quand même une très forte demande aujourd'hui, et c'est ça ce que les Jeux Olympiques aussi ont montré, il y a une très forte demande de nos concitoyens de projection vers l'avant, de projection vers des choses positives. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé les Rencontres de l'avenir à Saint-Raphaël, dont Fabrice est l'un des piliers, c'est qu'on estimait qu'il fallait, dans notre pays, un rendez-vous pour expliquer, non pas tous les problèmes, mais ce qu'on pouvait faire de mieux à l'avenir. Et les gens adhèrent à ça. Les gens adhèrent. Mais moi, je te rejoins, ça doit être mon côté aussi optimiste plus que pessimiste. Mais c'est vrai qu'on se balade, par exemple, en France, avec tous les bureaux, beaucoup en train, et que j'apprécie beaucoup que les TGV partent maintenant à la seconde. Donc ils font comme les réunions chez Delville. Il y a la seconde à 59, la seconde à 1, et je vous dirais à peu près 3 fois sur 4, ils partent à l'heure, mais quand je dis à l'heure, c'est à la mode suisse-allemande. Et j'en parlais avec mon collègue munichois, où en Allemagne, ils se plaignent de la Deutsche Bahn parce qu'il n'y a pas un train qui part à l'heure. C'est une catastrophe. Voilà. Il n'y a qu'en Suisse allemande où ça fonctionne bien. On aura l'occasion d'en reparler. Sur ton livre, un mot ? Oui, donc en fait, ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, La civilisation de la peur, qui, au fond, dans lequel il y a 2 parties. Donc la première partie, j'explique pourquoi la peur est aujourd'hui le sentiment qui domine dans le débat public. Donc qui domine dans le débat public, j'y reviens pas dans le détail, mais en raison du fonctionnement médiatique tel que je l'ai exprimé, en raison de l'importance des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, moi j'ai un regard très négatif sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est vraiment un problème démocratique, notamment Twitter. Je pense que c'est un problème majeur pour nos sociétés. On est aussi dans un pays, on l'a bien vu, qui politiquement
est très clivé. Alors ça, on est vraiment, le livre a été rattrapé par l'actualité, si j'ose dire, et on voit bien qu'au fond, on a beaucoup de mal dans notre pays à faire des compromis. Donc là, les choses sont un petit peu en train de s'arranger, mais c'était très symptomatique de voir que les Républicains, par exemple, ne voulaient pas entrer au gouvernement. Je pense qu'ils vont entrer au gouvernement, j'espère qu'ils vont entrer au gouvernement, mais qui ne voulaient pas rentrer dans un gouvernement qui fondamentalement partage les mêmes idées. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on peut avoir des mécanismes d'opposition frontale qui se mettent en place, alors même que les idées, je ne dis pas que c'est les mêmes, le centre et la droite, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin bon, c'est pas, en tout cas, ça ne doit pas, les différences ne devraient pas en théorie empêcher de gouverner. Donc on a un pays qui est très clivé, et donc des débats politiques, qui sont des débats politiques qui du coup sont extrêmement durs, et avec un jeu politique qui consiste en permanence à dire que celui qui est au pouvoir est le pire des présidents, parce que je voudrais rappeler qu'on dit ça de l'actuel président, mais on disait ça de l'ancien et de son prédécesseur. Et je vous annonce quelque chose, on dira ça du prochain. Non, mais alors là, je mets un biais sans problème. Hein. Je peux vous dire que 6 mois après son élection, le prochain président sera parfaitement impopulaire. Et qu'on dira c'est un incapable, etc. Et le précédent, c'était quand même pas si mal. Donc on dit toujours ça. Donc, on a cette structuration du débat public, et en plus on a une petite spécificité en France que je connais bien, qui est la figure de l'intellectuel, qui est une figure fondamentalement révolutionnaire, donc toujours en opposition au pouvoir, et pour qui ça va jamais. Ça va jamais, et donc ça moi je le vois bien dans le débat médiatique, c'est-à-dire que si vous dites sur un plateau de télévision, le gouvernement est fasciste, la France s'effondre, il n'y a plus de liberté, ça donne l'air très intelligent et les gens se disent c'est super, il est lucide, il sait des trucs qu'on ne sait pas. Vous êtes sûr d'être réinvité. Donc c'est très bien. Si vous dites ce qui m'arrive de faire, je sais pas, par exemple, il y a plein de problèmes, mais les entreprises françaises ont créé 2 millions d'emplois ces 7 dernières années. Bon, voilà. Le ciel vous tombe sur la tête. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il ment? Les chiffres sont faux. Il cherche un poste, etc. Par qui il est acheté? Si d'ailleurs je cherchais un poste, ce serait une stratégie complètement inefficace, parce que, en l'occurrence, on m'a rien proposé depuis 7 ans. Donc, comme je suis assez flexible, j'aurais changé de stratégie si c'était vraiment ça mon objectif. Et donc, le ciel vous tombe sur la tête. Mais, ce que je montre aussi dans le livre, c'est que quand on regarde les choses à long terme, j'y consacre un chapitre, en réalité, ceux qui ont l'air intelligents sur le moment, ceux qui annoncent les catastrophes, ont toujours tort à long terme. Et je consacre un chapitre qui va de Malthus à Al Gore, en passant par Paul Ehrlich. Toutes les prédictions de ceux dont on a dit sur le moment, ils sont lucides et ils sont intelligents, ça s'est toujours avéré faux. Toujours. Donc ça, c'est la première partie du livre. Et deuxième partie du livre, je regarde un peu la réalité du monde telle qu'elle est, pour dire qu'en fait, on est quand même toujours, à bien des égards, dans un monde de progrès. C'est-à-dire qu'il y a toujours des progrès absolument fantastiques en matière de santé, il y a toujours des progrès absolument fantastiques en matière d'accès à la culture, par exemple, ou d'accès à l'éducation. Hein. Le nombre de personnes illettrées dans le monde n'a jamais été aussi bas, le nombre de personnes en situation de malnutrition n'a jamais été aussi faible. J'explique aussi que, je consacre aussi un chapitre à expliquer que les démocraties libérales résistent beaucoup mieux aux assauts de la Russie, de la Chine, de l'islamisme aussi, que ce qu'on veut bien dire dans les médias, où là encore il y a une haine anti-occidentale. La thématique de l'effondrement de l'Occident, par exemple. Quelque chose de très courant dans les médias. Emmanuel Todd, etc., l'effondrement de l'Occident, il est intelligent, il n'y a plus de valeur, on se couche, etc. L'effondrement de l'Occident, oui, mais où ça? Dans quels chiffres? Dans quelles données il y a un effondrement de l'Occident? Dans quoi? Non, mais je vous pose la question, parce que moi je ne le vois pas. Et quand je regarde ce qu'est le juge de paix, les migrations, où est-ce que les gens veulent vivre? Quels sont les pays aujourd'hui dans lesquels il y a le plus de demandes en matière d'immigration? Les États-Unis, le Canada, les pays européens. Voilà. Ça ne ment pas. Voilà les 3 pays, les 3 zones où les gens veulent vivre. Ce que je dis est tellement vrai que l'un des principaux sujets de campagne aux États-Unis, c'est comment on réduit l'immigration.
Et l'un des principaux sujets de campagne dans tous les pays européens, c'est comment on réduit l'immigration. Donc c'est bien la preuve que les gens veulent venir. Si les gens partaient, on n'aurait pas besoin de vouloir réduire l'immigration. Les gens, ils veulent venir chez nous. Donc c'est bien la preuve. En revanche, je peux vous dire que les migrations vers la Russie ou vers la Chine sont tout à fait limitées. Bon, donc c'est bien là. Alors il y a tout un tas de problèmes en Occident, mais il n'y a pas de problème dans les dictatures. En Chine, il n'y a plus de croissance. Le taux de chômage des jeunes en Chine, il est de 20%. Officiel. Officiel, c'est plus que les chiffres officiels. Le taux de chômage des jeunes en Chine, c'est plus qu'en France. Officieux, il serait autour de 35 ou 40%. Donc, vous croyez qu'en Russie, il n'y a pas de problème? Vous croyez qu'en Iran, il n'y a pas de problème? Vous croyez que c'est agréable de vivre en Iran? Tout ça est absurde. Donc il y a énormément de problèmes dans nos démocraties libérales. Il y en a beaucoup, mais pour paraphraser un ami, un philosophe que j'aime beaucoup, et qui est d'ailleurs l'un des piliers des rencontres, qui s'appelle Pierre-Henri Tavoyot, il dit toujours, en réalité, ce qui devrait nous interpeller, c'est pas pourquoi ça fonctionne aussi mal, c'est pourquoi, en dépit de tous les problèmes, en dépit de notre classe politique, en dépit des insuffisances, pourquoi est-ce que nos démocraties fonctionnent aussi bien? C'est ça, en fait, si on devait regarder le mystère. Parce que finalement, nos pays tiennent. Ils tiennent. Avec tous les problèmes dont j'ai parlé. Je ne veux pas du tout donner le sentiment je suis parfaitement au fait des problèmes d'insécurité, des problèmes d'immigration, évidemment. Mais vous avez des problèmes d'une autre nature dans les dictatures. Enfin, en Chine, vous avez un problème économique absolument majeur aujourd'hui, et on voit bien que le gouvernement chinois ne voit pas bien par quel bout prendre la question économique. Ce que je dis est tellement vrai d'ailleurs qu'il ne parle quasiment plus d'économie. Nicolas, c'est très agréable d'avoir quelqu'un qui voit plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Je vous demande de l'applaudir. Merci beaucoup. Voilà, parce que c'est vrai que ce discours, il est relativement rare dans les médias. On va passer le micro à la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions. Fabrice? Fabrice, une question. C'est Fabrice, lundi. Je ne sais pas s'il est allumé. Hop, vers le haut. Oui, c'est bon, ça marche. Merci Patrick et bravo pour l'organisation de ces petits déjeuners du Club Delville, toujours impeccable. Juste... sur l'endettement, Nicolas, tu as mis en avant des signaux faibles. Certains disent « un jour, le FMI va s'occuper de nous ». Est-ce que c'est une hypothèse sérieuse ou fantasque? Est-ce qu'un jour, le FMI peut mettre sous tutelle la France? Oui ou non? Alors, en théorie, oui, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour la Grèce il y a une dizaine d'années, puisqu'en fait, la Grèce avait été mise sous tutelle de ce qu'on appelait la Troïka, si tu te souviens, donc, qui était composée de la Banque Centrale Européenne, de l'Union Européenne, si je ne me trompe pas, et du FMI. Voilà, donc oui, c'est tout à fait possible. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit un sujet, pour nous, qui soit un sujet immédiat. Je pense que le sujet et la pédagogie qu'il faut faire sur les finances publiques, c'est plutôt celle que Patrick a commencé à faire tout à l'heure, c'est de dire, en fait, on paye une charge d'intérêt qui est de plus en plus importante. D'ici quelques années, c'est le principal budget de l'État. Et donc, c'est complètement idiot de se dire, la plus grosse partie de nos recettes fiscales est absorbée dans le paiement des intérêts de la dette, alors qu'on a tous des idées pour faire mieux en matière d'éducation, en matière d'enseignement supérieur, en matière de santé, en matière de tout ce qu'on veut. Et en fait, cette question du déficit public nous fait entrer, c'est ce que j'ai commencé à esquisser tout à l'heure, dans une ère de l'impuissance publique. Parce que le principal acte politique d'un gouvernement, c'est le budget. C'est ça, en fait. Et à partir du moment où on n'a plus de marge de manœuvre budgétaire, un gouvernement est astreint, au fond, à substituer la communication à l'action. Et donc, ça nous fait rentrer dans l'ère de la communication perpétuelle et vide de contenu. Je pense que le principal danger, c'est celui-ci. On en a parlé à un moment de gouvernement technique. Bon, Barnier, là, il n'est pas technique, là. Mais est-ce que derrière, on peut avoir des gens ministres qui soient plus techniques et moins politisés? Est-ce que c'est possible ou pas? Je m'en remets, ou je fais référence à Jean-Marc Daniel, qu'on a reçu le 30 juillet dernier à Arcachon, sur une soirée qu'on organisait. N'y voyez aucun lien avec les lieux de villégiature. Et Jean-Marc Daniel nous disait, la Belgique n'a jamais aussi bien marché que quand elle n'a pas eu de gouvernement pendant 2 ans.
Et l'Italie n'a jamais aussi bien fonctionné que quand il y a eu les Mario Draghi et Mario je ne sais plus comment au pouvoir pendant 3 ou 4 ans. Et finalement, la Meloni ne récupère que ces décisions techniques un peu franches qui ont été prises par le couple Mario. C'est vrai, c'est pas vrai ? Non, mais ce qui est très juste, mais même nous on l'a vu, c'est que cette pause législative nous a fait un bien fou et que de toute façon en France, il y a trop de lois et que le Parlement travaille beaucoup trop. Enfin, c'est complètement évident. L'agenda parlementaire, il est complètement dingue. Les ministres veulent leurs lois, les députés veulent mettre des amendements partout. Certains députés d'ailleurs veulent aussi leurs lois. Et je suis toujours très agacé de voir à la fin de l'année que le président ou la présidente de l'Assemblée nationale dit 2024 a été la meilleure année pour l'Assemblée nationale. On a voté encore plus de lois que l'année dernière. Exactement comme si tu évoquais l'habitat. Voilà. Donc c'est quelque chose qui culturellement est très problématique. D'ailleurs, en fait, la vraie difficulté de la France aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir culturellement de la dépendance à la loi et à la dépense publique. Donc c'est un problème de drogué qu'on a en fait. Donc c'est un problème intellectuel. Mais attends, je voudrais juste répondre sur le gouvernement technique. Pardon. Parce que je n'y crois absolument pas dans le cas de la France. Je pense que c'est méconnaître complètement l'histoire de la France. En France, et on l'a bien vu d'ailleurs, puisqu'on l'a vu cette semaine, mais là encore, c'était parfaitement prévisible. Quand le président de la République a mis sur la table le nom d'une personnalité qui n'était pas connue par les Français, et donc pour diriger un gouvernement technique, tout de suite, la presse, et notamment la presse de droite, a dit bah, c'est quelqu'un qui est de gauche, il a manifesté contre l'immigration, etc. Et donc, en 12 heures, il est devenu de gauche, et donc il a été politisé. Voilà. Mais il aurait été de droite, il aurait été politisé aussi. Si François Villeroy de Galhau était nommé Premier ministre, toute la presse de gauche dirait « Ah bah il a nommé quelqu'un de droite ». Vous voyez ? Donc en fait, dans le contexte historique, politique et médiatique de la France, je considère que le gouvernement technique n'existe pas. Sur la composition de ce gouvernement, je n'ai aucun conseil à donner à Michel Barnier qui a une immense expérience en matière politique, mais je déconseille des ministres techniques ou de la société civile, tout simplement parce que, vu la situation politique, il faut des gens qui connaissent parfaitement le Parlement et qui connaissent parfaitement les partis. Et donc, j'en appelle à la nomination de poids lourds politiques et de vieux. Non, mais très clairement, je veux Bertrand à l'économie, je veux Lisnard à la réforme de l'État, je veux Cazeneuve à l'intérieur.